Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les actus de la semaine et on a pas mal de choses à vous dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine et plutôt des bonnes nouvelles. Donc en vrai, on est quand même content. On va reparler de la façade, soyez prêts. Peut-être première actu, c'est qu'on aimerait faire un peu un point sur les avancées des travaux. Pour ceux qui avaient un petit peu suivi, on a un local commercial qu'on a acheté en août 2024. Et en fait, c'était un pied d'immeuble où d'un côté, on a des bureaux qu'on a divisés. Il y a 10 bureaux, je crois, en tout. 10 ou 9 10. 10. Donc c'est des petites surfaces, hein. On le loue ça entre 200 et 250 euros le bureau. Et de l'autre côté, en fait, il y avait un local spa qu'on a décidé de rénover en 2 Airbnb parce qu'on a eu... on a l'impression qu'en location, ça fonctionne pas. Je pense qu'il y a un petit souci aussi de taille. Tu vois, pour moi, le local, il fait 110 mètres carrés. C'est vrai qu'à moins que quelqu'un veuille vraiment faire un spa hammam, c'est un peu compliqué de faire autre chose. Mais quoi qu'il en soit, on a eu des précédents locataires qui avaient commencé, je dirais, une division en 2 Airbnb, sauf que les travaux, ils étaient pas tout à fait bien faits. Donc là, en fait, on reprend leur idée en laissant en tout cas la délimitation des 2 appartements et on reprend tous les travaux. Donc on fait majoritairement tout nous-mêmes parce que c'est pas non plus des énormes travaux. On délègue la clim et on délègue l'élec et la plomberie et après nous on a pas mal de monter des cloisons, fixer des portes, enduire, poncer, décorer. Ça sera plutôt notre partie et on est en plein dedans. Et là on est super content parce qu'au niveau des devis là du coup on a fini on a statué sur tous les devis qu'on a délégués et en vrai on s'en sort vraiment pas trop mal. Surtout pour les lecs, donc on est content. Ouais, franchement, ça a été un peu la bonne nouvelle de la semaine. Comme quoi, des fois, même votre réseau, en dehors de purement votre sphère professionnelle ou d'investissement peut marcher. Parce que là, en l'occurrence, la personne qui va nous faire les lecs, on avait fait, en plus, heureusement qu'on a fait plusieurs devis parce que... Il y en a un qui nous a jamais répondu. Ouais, en tout, on a fait 4 devis sur les lecs. Il y en a un qui nous a jamais répondu. Il y en a un qui, malheureusement, a eu un petit souci personnel. Bon, il s'excusait, hein, mais du coup, c'est pour ça qu'il a pas pu nous envoyer de devis parce qu'il aurait juste pas pu, en termes de timing, s'occuper des travaux. Il y en a du coup un troisième, il nous avait fait un devis, du coup c'était un peu dur de comparer. C'était pas trop cher sur la Non, partie pour moi, création je qu'on trouvais ça avait. bien en vrai, ce qu'il nous avait fait. Bah, le seul truc où il était un peu cher, c'est qu'en fait, il voulait nous refaire un tableau à neuf. Alors, le tableau, c'était un peu, peut-être on mettra une photo sur, sur le compte Instagram. C'était un petit peu le bordel parce que, il y avait trop de disjoncteurs qui avaient été rajoutés sur les lignes et, Pas fait par des électriciens, c'est voilà, pour ça c'est qu'on ça. En dit fait, ça. il a été trop bricolé par des gens qui étaient pas électriciens. Du coup, c'était un peu le bordel. Vous aviez des fois 3 à 4 câbles qui partaient du même disjoncteur, etc. Enfin bref, rien de très dangereux en soi, mais bon, des trucs où il fallait quand même le traiter à long terme, parce que sinon vous avez des risques que tout simplement le disjoncteur fonde, qu'il y ait des courjus ou tout simplement peut-être même des Ouais, parts de feu. Enfin bon, ça c'est le plus improbable. imaginons Mais on a des voyageurs et les plombs sautent parce ouais, que tout ouais. est en route, les 2 appartements en même temps, bon ça saoule quoi. C'est ça. Donc bref, on s'était dit qu'on devait remettre un coup de propre dessus et c'était là où il était un petit peu cher sur son devis, mais bon, on s'était dit bon allez, on fait un effort là-dessus, etc. Et finalement, par hasard, j'ai parlé avec un gars qu'on connaît de la salle de sport qui est électricien de formation et qui justement se lance à son compte. Et j'ai pu le faire passer cette semaine pour que il me fasse une estimation. Et finalement, on va s'en sortir pour beaucoup moins cher qu'on pensait, parce que forcément, il se lance, etc. Donc entre guillemets, il est peut-être moins cher qu'un électricien établi qui a beaucoup de devis, beaucoup de devis en cours en ce moment. Et du coup, on est assez content parce qu'au final, là, une pose d'une clim en 4,5 kilowatts, sachant que la clim, la problématique qu'on avait, c'est que entre l'unité extérieure et l'unité intérieure, on a à peu près 18 mètres, on avait mesuré. À peu près ça, j'avais 20 en tête, ouais. On n'a pas tous les modèles de clim qui pouvaient correspondre, donc on a été obligé de passer sur une Toshiba. Ça nous coûte 2 200 € pose incluse. Donc franchement, c'est très raisonnable. Sachant qu'on a déjà travaillé avec lui et qu'en vrai, il est super pro, super carré. Exactement. Donc ça, on est content. La salle de bain, on n'a pas encore eu le devis finalisé, mais on a un ordre d'idée. De toute façon, c'est un de nos amis qui est plombier qui s'en occupe, mais globalement, on devrait s'en sortir à 4 000 € pour une création complète de salle de bain, sans démolition, parce que ça, on s'en est occupé. Donc franchement, c'est plutôt raisonnable aussi. Et du coup, sur les lecs, matériel plus main d'œuvre, on devrait être à 2 000 € à peu près. Ouais, c'est ça. Donc au final, on s'en sort à largement moins de 10 000 € sur la partie artisan. Et nous, sur notre partie, tout ce qui est le reste... Il faudrait que je regarde parce que j'ai pas encore fini la compta, mais franchement, là, je pense qu'à nous,
hors matériel, parce qu'avant on n'était pas du tout équipés en ponceuse et voilà. Donc hors ce Ouais, matériel-là je crois qu'on a dû que mettre 1 200 € je je pense dans le pense à peu matériel. près en fourniture, ouais, entre les plaques de plâtre. Non, mais je parle du matériel que du coup on a pris Ah, qui nous pardon. servira pour les autres Oui, je pense chantiers. qu'il y a à peu près ça, ouais. Et après, on a eu à peu près 1 000 € pour 60 mètres carrés de parquet, Ouais, parce que c'est là ça. encore, un de nos contacts qui vend du parquet nous en a trouvé à très bon prix. Les cuisines, ça nous a coûté 1 500, je crois, les deux. 1 500, ouais, un truc comme ça. 1 500 les deux. Équipé avec plaques et hottes. Exactement. Et après, il reste tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est peinture, placo, enduit, map, pardon. Ouais, c'est pas des trucs qui coûtent très cher, Ouais, hein. je sais pas, on va dire 300 400 €. Ouais, je pense. Et après, bah, il y a la partie meuble où on sait pas vraiment pour l'instant. Donc, bon. Après, moi, je regarde, il y a souvent des déstockages, des trucs comme C'est ça. ça. Puis Donc, on n'aura pas non plus 1 milliard de meubles parce que bon, ça fait 2 logements qui font environ 45 mètres carrés, sachant que par exemple dans celui où il y a déjà spa, hammam, sauna, déjà enfin, ça prend déjà pas mal de ouais. place. Tu rajoutes les cuisines. Globalement, on sait qu'on va avoir besoin, c'est un lit avec la literie, une table pour manger et genre un dressing, un truc. Enfin, après, ça sera surtout de la déco et de l'habillage, mais je veux dire, de toute façon, c'est pas destiné à des gens qui vont vivre à l'année, qui ont genre plein d'affaires. C'est des voyageurs, donc entre guillemets, il faut un espace pour qu'ils se mettent les valises, qu'ils puissent déballer un peu leurs affaires. Mais globalement, je pense qu'on est sur un budget, allez, on a entre 2 000 € de meubles, je pense, environ. Je sais pas, on verra, mais oui, ça serait bien qu'on s'en sorte pour ce prix-là. Donc on est content, ça avance bien. La semaine prochaine, ils viennent du coup et faire la clim et les lecs. La plomberie, je pense que ça sera le dernier parce que il est sur d'autres C'est ça. sujets en Mais même la temps. différence, c'est que la plomberie, ça nous bloque pas parce que forcément, vu que nous, on est en Oui, train d'avancer sur les murs, on a bientôt fini les murs. Et bref, entre guillemets, les murs qui nous manquent, c'est ceux où l'électricien et le gars des clims devaient intervenir. Donc déjà, quand eux auront fini, ça nous permettra de terminer les murs, d'attaquer la pose du parquet flottant. Et entre guillemets, il restera qu'une salle de bain. Mais entre guillemets, ça, c'est moins embêtant parce que comme c'est vraiment une salle de bain, on peut faire tout le reste. Et lui, il aura juste à terminer la salle de bain après, quoi. ouais, c'est ça. Donc on est content, ça avance bien. J'ai quand même un peu hâte que ça se finisse parce qu'on a pas mal de choses en même temps. Bon, comme d'habitude, dans chaque fois, j'ai l'impression qu'on dit ça. Mais c'est vrai que ça nous prend quand même pas mal de temps. Je pense qu'on y va 4 fois semaine, un truc comme ça. Sachant qu'il y a à peu près 50 minutes de route pour y aller, 50 minutes pour revenir. Donc je pense qu'en vrai, au niveau du timing, par contre, on n'est pas trop mal à mon avis. Mi-mars, tout sera loué, je pense. Je pense. Donc voilà, on est déjà en train de voir pour la femme de ménage, la conciergerie. Et Enfin, après, il n'y a plus quand on qu'un. dit conciergerie, c'est juste ménage parce qu'en fait, on va gérer nous-mêmes. Enfin, on passe pas une vraie conciergerie en Non, soi. pas pour une vraie, mais si jamais il y en Juste a pour le un. préciser, que Ouais, ce voilà. soit clair. Et Si on va recevoir des messages, non, passez pas par une conciergerie, c'est beaucoup trop cher. Alors oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'en soi, la conciergerie, ça sera nous, mais on aura quand même quelqu'un qui s'occupera de faire le ménage sur place parce qu'on n'aura pas le temps de le faire nous-mêmes. c'est ça. Deuxième actu, ça c'est une actu de la semaine dernière qu'on n'a pas eu le temps de dire, mais tu as fait un rendez-vous avec un de tes anciens clients de la banque. Ouais, exactement. J'avais pas mal d'anciens clients qui avaient gardé mes coordonnées et c'est vrai que on a mis un peu ça en place, c'est-à-dire que forcément, ils étaient intéressés de me prendre des rendez-vous one shot pour des bilans, pour faire un point sur leur situation. Et c'est intéressant parce qu'au final, par rapport à l'activité qu'on fait aujourd'hui, qui est plutôt d'accompagner des investisseurs purement sur l'immobilier, en plus en général, c'est plutôt des profils comme nous, donc on va avoir des gens entre 20 et 40 ans, tu vois, qu'on accompagne là-dessus. Et là, du coup, c'est accompagner quelqu'un de plus âgé. Donc, en l'occurrence, Ouais. c'était un client qui approche la soixantaine, qui est déjà dans sa phase de retraite. Et c'est intéressant parce que ça m'a rappelé plein de réflexes que j'avais eu et ça m'a refait une piqûre de rappel sur le fait que il y a plein de choses qu'on dit dans ce podcast qui sont à destination du public visé dans ce podcast, c'est-à-dire plus ou moins des gens qui sont qui sont dans la vie active, qui sont pas tout à fait dans la phase de préparation de la retraite. Après bon, c'est évident que quand t'as investi, t'es dans une démarche de te dire un jour je travaillerai moins, mais je veux dire c'est pas des trucs où, entre guillemets, quand t'écoutes ce podcast, je pense que t'as pas l'âge d'optimiser ta succession, tu vois. Ouais. Après, oui, il y a sans doute des exceptions, mais je veux dire, en majorité, moi, je vois les stats sur Spotify ou même sur Instagram, la grande majorité des auditeurs, vous avez entre 25 et 35, tu vois. Donc, c'est intéressant de remettre un costume et d'autres réflexes parce que, par exemple, j'ai parlé assurance vie avec lui et effectivement, lui, je lui ai Conseiller. conseillé de
placer en assurance vie, quelque chose que je déconseille toujours dans ce podcast parce que vous savez, j'aime pas ça, je trouve ça cher en frais. La carotte fiscale que vous avez sur vos plus-values, pour moi, elle est ridicule, donc autant la laisser tomber. Lui, en revanche, il a une grosse succession, il a plusieurs millions d'euros à transmettre à ses enfants. L'assurance vie récupère de l'intérêt parce que les sommes qu'il versera avant son anniversaire des 71 ans sortira de la masse successorale et il aura un régime fiscal qui sera plus intéressant. Et c'est pour ça que ça m'a rappelé que finalement, en fonction des profils, des fois il y a des choses que vous pouvez dire à un instant T visant une population ou un type de profil qui peut être complètement l'inverse pour un autre profil qui a un autre moment de sa vie ou qui a un autre patrimoine ou qui a une autre histoire financière derrière lui. Donc franchement, c'était intéressant. Tu sais que moi, ce que je trouve ça fou, c'est que ces mecs-là, c'est des promoteurs immobiliers. Normalement, on n'a rien à leur apprendre. Et nous, on n'est pas avocats et je veux dire, nous, on donne juste un avis. En fait, c'est ce qu'on leur remet à chaque fois qu'on a une consultation comme ça en one shot. C'est un avis sur ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils devraient approfondir. Et en fait, je suis un peu toujours pas étonnée, mais en fait qu'au final, ils passent par nous plutôt qu'un avocat fiscaliste, parce que quand même, c'est quand même le job d'un avocat fiscaliste. Et au final, ils passent à chaque fois avec nous, donc je trouve ça assez étonnant. Pardon. Oui, en fait, le truc, c'est que l'angle que j'ai quand je fais le rendez-vous avec eux, c'est un angle où justement le fait d'être ni avocat, ni expert comptable, d'être ancien banquier, en fait, je leur amène une manière de voir les choses qui réunit un peu toutes ces visions-là. Est-ce que c'est parce que t'as rien à leur vendre derrière, tu sais, peut-être aussi? Tu sais, Alors, genre, soit tu fais juste une heure de consultation, après, c'est pas toi qui fais les donations de partage, c'est pas toi qui monte les sociétés, tu vois, Oui, c'est-à-dire que déjà, moi, l'avantage, c'est que je leur donne du conseil et j'ai rien à leur vendre derrière. C'est-à-dire que je leur vends pas de placement, je leur vends pas de solution patrimoniale, je vais pas me rémunérer sur la création d'une société, sur la réalisation d'une donation partage, comme tu dis. Donc, c'est vraiment l'avantage. Je leur donne vraiment un conseil pur et simple par rapport à ce que je connais justement de la pratique patrimoniale et des réflexes que j'ai et qui va en même temps aller dans leur sens en termes de coûts. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille toujours à quelqu'un, par exemple, quand on me parle de holding, moi, je vends pas de création de la holding. Donc, entre guillemets, la personne qui me demande si c'est le moment de faire une holding, je vais rapidement voir la situation avec elle et en plus, je vais surtout lui parler des honoraires comptables qu'elle aura derrière, tu vois. Donc, je pense à ces choses-là parce que moi, je suis un investisseur où, entre guillemets, l'intérêt, c'est de avoir le meilleur cash flow net à la fin, donc avoir le moins de charges possible. Donc, certes, des fois, tu as les aspects où je peux optimiser financièrement, fiscalement, juridiquement quelque chose et surtout combien ça va me coûter et est-ce que c'est compliqué à faire, est-ce qu'il y a un risque derrière. Et c'est là où forcément quand ils ont un avocat, l'avocat il va parfois être un peu purement sur les choses techniques, juridiques, l'expert comptable pareil dans son domaine, le banquier va surtout voir entre guillemets les placements, les taux de rendement, les choses comme ça. Moi je réunis un peu ce monde-là et en fait eux en tant que chef d'entreprise, pourquoi ils me payent? En fait c'est pour challenger cette vision-là parce qu'entre guillemets c'est des gens où forcément je me vends pas 3000 € de l'heure non plus, tu vois. Donc entre guillemets je leur coûte pas très cher pour le regard que je leur amène sur les solutions que leur ont éventuellement préconisé leurs autres conseils, voire des fois je vais identifier des choses ou des lacunes qui ont pu être oubliées par les autres. Après honnêtement c'était un biais que j'avais déjà identifié à l'époque où je travaillais en banque, où je me disais il y a vraiment quelque chose à faire d'amener du conseil comme ça aux chefs d'entreprise sur une espèce de un peu un triangle des Bermudes du conseil où il n'y a pas vraiment de profession qui réunit un peu tout ça à la fois. Le seul truc c'est que voilà, quand on a fait nos choix de recréer une activité, c'est aussi un souhait. Alors c'est des anciens clients, je m'entends bien avec eux, mais la réalité, et honnêtement, je m'en cache pas dans ce podcast, c'est que quand j'ai quitté la banque, c'était pour arrêter de travailler avec des boomers, parce que c'est une population qui est difficile. Je dis pas je m'entends pas avec eux. Tu vois, là, c'est des anciens clients, je suis très content de les revoir, et avec eux, je m'entends bien. Mais moi, je voyais bien que la majorité des clients que j'avais en banque, on me cassait la tête toute la journée. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler tout simplement avec une cible de clients qui tout simplement nous ressemblent et avec qui, forcément, le feeling est beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça que c'est une toute petite partie de nos activités aujourd'hui. Mais je trouvais que c'est intéressant d'en parler parce que ça amène un peu quelque chose de différent de ce qu'on raconte un peu toute cette semaine dans le podcast et ça permet de montrer un peu ce qu'on fait comme autre, ce qu'on peut amener en tout cas aujourd'hui à des chefs d'entreprise qui nous sollicitent. Après voilà, je vais pas faire ça toutes les semaines non plus. Oui, exactement. On voulait vous refaire un point sur Kenny parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Kenny. Pourtant, il y a le code promo qui est toujours en bio. Et pardon ? En description. Oui, en description. En fait, on avait fait un épisode avec Mourad qui est le fondateur de Kenny. Kenny, qu'est-ce que c'est ? C'est un courtier en assurance.
Tout à fait. spécial investisseur immobilier. Donc bon, vous irez pas avec Kenny, vous aurez pas d'assurance voiture, mais par contre pour assurer vos biens en tant que propriétaire investisseur, ils sont très bons au niveau du tarif parce qu'ils vont chercher les meilleures assurances. Vous êtes quand même très très bien couverts. Et des garanties. Et des garanties, exactement. Et j'en parle parce qu'en fait, soit nous, les investisseurs qu'on accompagne, soit des fois, des personnes nous écrivent pour savoir où est-ce qu'on est assuré. Et en fait, On s'est dit, c'est vrai qu'en fait, ça on n'en fait parle jamais, hyper alors qu'en longtemps fait, qu'on a fait ça. nous, on a tous nos contrats chez Kenny et que en plus, je vois à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui utilise le code promo, etc. Pour le coup, nous, on fait jamais d'affiliation. On n'est pas sponsorisé du tout, mais pour le coup, Kenny, c'est un truc pratique qu'on utilise. Et en fait, quand vous n'arrivez pas à trouver d'assurance ou à des prix exorbitants, généralement, Kenny, il y a moyen qu'il fasse quelque chose pour vous. Ouais, exactement, parce qu'honnêtement, nous, en plus, le recul qu'on a maintenant, c'est que ça fait 1 an et demi qu'on avait Ouais, reçu le droit plus, sur cet je épisode, pense, ouais. et plus ou moins qu'on a une bonne partie de nos contrats chez eux. Et honnêtement, bah, on est satisfait en tout cas de la gestion des différents sinistres qu'on a pu avoir, parce que forcément, vu tous les lots qu'on a, et on a des sinistres tout le temps, donc c'est bien, on fait un peu la B-test des assureurs. Et c'est vrai qu'en termes de rapport coût-garantie, ils sont plutôt bons, parce que forcément, quand on les a challengés et qu'on a challengé les assureurs et qui ont travaillé déjà sur les garanties qu'on avait par rapport au coût, bah, à chaque fois, ils ont su en général nous amener une tarification qui était inférieure à celle qu'on avait, tout en général augmentant un petit peu nos garanties. Des fois, c'était augmenter le plafond de l'indemnisation maximale, par exemple, si c'était, je sais pas moi, une destruction d'un immeuble, soit c'était amener une baisse de franchise, par exemple, Mmh. ce qu'on pouvait avoir aussi sur certains types de sinistres. Donc honnêtement, ils sont pas mal. Et si vous demandez un peu ce qu'ils ont comme assureur, donc tu disais, c'est toutes les assurances liées à l'investissement immobilier, donc classique, la PNO, l'ADE, donc c'est votre assurance emprunteur, la GLI, donc la garantie loyer impayé pour ceux qui peuvent avoir besoin. Ils font aussi les assurances dommages ouvrages, donc ça c'est un peu plus technique, mais par exemple, je sais que ça peut bloquer certains investisseurs si jamais votre banque vous exige d'avoir une garantie dommage ouvrage sur la réalisation de gros travaux. Eux peuvent vous la mener, et ils ont aussi, ce qui est pas mal et qu'on va sans doute bientôt tester, c'est une assurance spéciale sur les Airbnb. Ouais, pour voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, nous en tout cas en tant qu'utilisateurs de Kenny, on a que Des des bons bonnes retours. choses à dire dessus et tous ceux qui l'utilisent aussi nous disent généralement que c'est top. Donc si jamais vous cherchez des assurances pour vos biens immo, n'hésitez pas à passer par le lien. Nous, ça nous aide un peu et surtout vous, en fait, c'est chiant de chercher d'assurer à chaque fois, tu Oui. vois, de faire les devis, les ci, les mi. Bah, c'est vrai que Donc t'insistes sur un dernier point, je pense, si on conclut là-dessus sur Kenny, c'est qu'ils sont très réactifs. Et ça, oui, honnêtement, pour travailler avec d'autres assureurs qui l'étaient pas, c'est le jour et la ça nuit. fait une différence, ouais. La meilleure nouvelle de cette semaine, c'est maintenant, c'est que nous avons fini notre façade sur notre commerce. Après avoir déposé la DP en août 2023, nous sommes février 2026. La dame de l'urbanisme a dit: «C'est bon, vous pouvez déposer l'attestation de conformité». Et avec Julien, on est tellement soulagés, punaise. Enfin, soulagés, je sais pas, mais en fait, on a l'impression d'avoir vraiment fini un problème gigantesque, pour vous dire. Pour le coup, il y a quand même des news qui donnent le smile, et là, faut reconnaître qu'on est content. Ça fait quand même un problème dont on parle depuis l'origine de ce podcast. Je sais pas, je pense que la première fois qu'on en a parlé, je pense que ça devait être genre épisode 20. On est quoi, épisode 130, enfin, sans 145. compter les épisodes actus. Je sais pas, on doit être à peu près au 138e ou Ouais, je pense, 136e ouais. épisode, un truc comme ça. Bref, on vous en a tellement parlé que là, on est très content de vous dire que ça y est, c'est fini. Après, attention, on n'a pas encore notre subvention. On l'aura d'ici 6 mois, parce qu'à la base, on avait quand même fait tout ça parce que, certes, ça nous permettait de refaire la façade du commerce, de remettre des menuiseries neuves, et également, en fait, on avait une subvention de la part de la mairie et de la communauté de communes en contrepartie. Mais c'est vrai qu'honnêtement, si on avait su, je pense qu'on serait pas lancé là-dedans, Non, parce que parce qu'au final, au lieu de ça a ça été tellement de perte de temps. en fait, déjà, ça nous a coûté. À la base, nous, on avait prévu d'y mettre à peu près 10 000 €. C'est ce que ça nous coûtait en termes Menuiserie. de menuiserie. Nous, on voulait faire que la menuiserie. Bon, je vais peut-être un peu redire l'histoire pour ceux qui sont là depuis longtemps, désolé. C'est pour les nouveaux. Mais du coup, on avait décidé de juste refaire les menuiseries parce qu'elles étaient cassées. Et que du coup, par arrangement avec notre preneur, on avait dit: «OK, on fait ça à notre charge. De toute manière, ça ne peut que valoriser notre bien que les menuiseries soient changées».
Problème, c'est qu'en fait, l'urbanisme, c'est un peu des fous et en fait, au fur et à mesure, du temps, ils nous ont exigé de plus en plus de trucs. Donc après, il a fallu refaire la façade. Ensuite, il fallait telle couleur, tel ci, tel mi et au final, je pense qu'on est à peu près à 25 000 € de frais sur cette façade. Donc en subvention maintenant, enfin, on fait même plus ça pour la subvention parce qu'elle est minime à côté, je pense qu'on récupère quoi? 5 000, un truc comme ça? Je t'avoue que j'ai pas le montant exact, mais oui, c'est dans ces eaux-là. Mais bon, bref, une succession d'ABF, et cetera. D'ailleurs, le dernier en date a voulu nous faire décrouter la façade. Ouais, non, bref, on aura vu 5 ABF différentes pour cette Ah histoire. bah attends, parce qu'en plus, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'en gros, ce local, c'est la mairie qui est censée le récupérer là dans pas très longtemps. Et en fait, du coup, on a souvent l'élu au téléphone et l'élu nous dit: «Mais le local, vous l'avez laissé louer à vos anciens preneurs?» Et je lui dis: «Non, pas du tout» et en fait, on a capté qu'en fait, c'est parce qu'il a vu les artisans refaire la façade et du coup, une fois que la façade a été faite, du coup, la mairie qui met d'habitude 15 ans, hein, pour avoir un rendez-vous avec l'ABF et l'urbanisme devant cette façade qui est littéralement à 50 mètres de la mairie. Là, hop, 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 sur la pause de midi, la directrice de l'urbanisme et l'ABF sont passées pour regarder notre super façade et elles ont commencé à dire à l'artisan: «Ouais, ça serait bien quand même si on peut peindre les câbles», je pense que c'est des câbles téléphone, non, qui Non, c'est passent? les câbles Enedis. Ah, les câbles Enedis, ça serait quand même bien si on pouvait les peindre. Vous pensez que c'est faisable? L'artisan était là: «Bah, franchement non, faut que je les ponce». Puis nous, avec toutes les galères qu'on a eues avec Enedis, Oui, c'est ça. bon, t'inquiète que je touche pas là, je touche à rien, hein. On va poncer des Enedis sans savoir concrètement ce qu'il y a dessous. Et leur si foutre quand un on coup de ponce, chaud ça va dessus, pas tout faire griller, qu'on se retrouve avec Enedis sur le dos, quoi. Non, mais Non, mais c'est n'importe ça, quoi. mais je me suis dit: «Mais mon Dieu» et du coup, au début, on a dit: «Oh putain», on s'est dit: «Elle s'arrête jamais en fait, c'est sans fin». On s'attendait à ce qu'elle nous dise, mais là, Julien, il avait un peu mieux cadré le truc, enfin, il avait bien cadré le truc parce qu'en On fait, avait un écrit. on avait un écrit de ce qu'il fallait faire pour avoir l'attestation de conformité et là, les câbles, c'était pas écrit, donc on a eu peur qu'elle remarchande à chaque fois et là, finalement, tu l'as eu quand? Hier? Elle a dit: «Ah, j'ai vu, hein!» «Ah, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bah, vous pouvez déposer, votre attestation de fin de chantier» et là, on était là: «Oui! Oui, ça y est, c'est fini». Donc on est très contents de cette nouvelle. Je me sens un peu comme quand on avait eu l'arrêté d'insalubrité, sur l'appart là à Montpellier et qu'on est libéré, délivré, d'une grosse, charge mentale. De la République française sur notre dos. Exactement, Ouais, alors qu'on en a rien demandé. mais Donc n'empêche, faudra quand même résumer que dans cette histoire, j'aurais vu 5 architectes des bâtiments de France ouais, différents. J'aurais vu 5 personnes différentes. de l'urbanisme de Ouais, voilà, 5 salariés salariés fonctionnaires de la mairie, l'urbanisme ouais. de la mairie. J'aurais vu 2 élus différents quand même en rendez-vous Oui, et un assistant d'élu. oui. C'est enfin, on se rend pas compte, hein, je veux dire, c'était vraiment une façade, un bas d'immeuble, j'arrive même pas à imaginer tous les rendez-vous que j'ai fait pour cette histoire, quoi. Sachant que ce local-là, avant qu'on l'achète, je pense que ça faisait à peu près 15 ans qu'il était, inexploité. Ouais, parce qu'on était comment on a fait pour le savoir, ça c'est des petits trucs astuces ce que je peux donner. Vous pouvez remonter sur, Google Earth Oui, sur Google, tout ouais, simplement, exactement, pour savoir ce que pour c'était remonter avant. en arrière dans le temps et vous pouvez des fois voir entre guillemets «ce qu'il y avait avant» sur un commerce, quelque chose comme ça. Donc entre guillemets, ça peut être une petite strat pour, justement, voir ce qu'il y avait avant. Effectivement, ce commerce était, inoccupé depuis 15 ans. C'est ça. Donc en fait, ça m'agace particulièrement parce que d'une manière générale, la ville est pas, alors elle s'améliore, mais c'est pas non plus fou. Dans la même rue, en fait, bon déjà derrière, on savait qu'il y avait un espèce de bordel ou je sais pas ce qu'il y avait. Et si vous voulez, les façades dans la rue de ce commerce-là, c'est des commerces qui sont ouverts, hein, en plus, hein, c'est dégradé au possible et en fait, ce qui m'agace, c'est que genre nous on a essayé de jouer les règles. La vérité, c'est qu'on aurait dû faire la façade, de nuit avec des lampes torches et des artisans qu'on paye, en espèces et en Et sans fait rien déclarer à personne. parce qu'on a un commerce qui est, je pense 2 immeubles plus loin. Notre preneur, c'est ce qu'il a fait. Il a fait ça, très tôt le matin. Il a refait une partie de la façade et elles ne l'ont jamais embêté. Alors c'était bien fait, je pense qu'il s'était un peu renseigné avant ce qu'il fallait en termes de couleurs, mais du coup elles l'ont pas embêté, il a même pas pris d'amende, hein, je pense, hein. Non, non. Donc voilà, donc on a essayé de faire les trucs dans les règles, au final on s'est retrouvés avec 3 ans d'emmerde. Et écoutez, on prend note, on prend note. Prochaine
actu, punaise, je suis encore allée à l'hôtel, en Dordogne, cette semaine. D'ailleurs, tu as affronté la tempête. Non mais on rigole toujours avec ça, ceux qui avaient écouté l'épisode, nous on pense que ce bien-là il est hanté. Croyez pas que je pars à 7h du matin de Montpellier et là sur l'autoroute il y a les arbres qui commencent à se coucher tout le long de l'autoroute. J'arrive à Narbonne, il y avait déjà 3 accidents de camions qui s'étaient pris des arbres dessus, enfin c'est des bourrasques de vent, j'ai jamais vu ça. Bon bref, j'y suis allée pourquoi principalement pour signer un bail et aussi regarder un petit peu au niveau de la plomberie parce qu'on a des fuites dans tous les sens dans ce truc-là et surtout une fuite de cave qu'on ne comprend pas parce qu'en fait depuis le début, nous les caves étaient sèches quand on les a achetées, il n'y a jamais eu de fuite. Donc il y a une micro-fuite qui vient du bac à douche de la locataire et après il y a de l'eau, on ne sait pas d'où ça vient. Et en re-regardant avec notre plombier qui est un ami à nous, en fait l'eau vient des cairons. Elle sort du mur en fait et on comprend pas. On se dit mais pourquoi est-ce que maintenant on commence à avoir des infiltrations par les fondations en gros. Et là il y a un truc qui m'a fait tilt. Je me suis dit mais les voisins ils ont fait des travaux cet été. Je crois que c'était cet été quand on avait réglé les trucs Enedis. Pour moi il y avait c'était à ce moment-là qu'ils avaient fait des travaux. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on s'en rend compte que maintenant? C'est parce qu'il pleut là-bas je sais pas, je dirais d'octobre à mai, un truc comme ça, et c'est comme ça qu'on s'en rend compte. Du coup, je regarde chez la voisine, je dis pas que je suis la propriétaire, mais la voisine passe à ce moment-là. Donc je lui dis que je me présente comme si j'étais l'agence immobilière qui gérait les locataires, alors que pas du tout, je suis la propriétaire. Et bon, je lui dis qu'en fait, il y a des infiltrations dans la cave et je lui demande à regarder chez elle, juste voir ce qu'il y a derrière la maison pour voir s'il y a pas quelque chose. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose de collé, mais visiblement non. Et là, qu'est-ce que je vois? En fait, elle a son allée qui est pleine de gravier et elle a posé des dalles de carrelage. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est des Non, mais elle dalles. fait une terrasse en carrelage, tout simplement. C'est ça. Et le problème, c'est qu'en fait, avant, l'eau s'évaporait du coup par le sol, absorbée par la terre et les graviers Oui, s'infiltrait dans le sol qui était Voilà. poreux, Et là, maintenant, elle a fait un carrelage et en sans fait, pente. sans pente, bien évidemment. Et du coup, l'eau, quand il pleut très fort, enfin, quand il pleut tout court, elle s'évacue par les côtés. Elle glisse sur le carrelage et Ouais, elle stagne, ouais. voilà. Et en fait, elle m'a pété l'imperméabilisation du côté là. Parce qu'il y a plein de Alors, moisissures qui montent. Alors oui, c'est plus compliqué que ça. C'est pas vraiment qu'elle a niqué l'imperméabilisation. C'est juste qu'entre guillemets, avant, on n'avait pas d'eau qui stagnait à cet endroit parce que le sol, c'était des cailloux avec de la terre dessous. Maintenant que forcément, elle a fait une terrasse sans évacuation, sans pente, du coup, vous avez de l'eau qui stagne quand il pleut. Et l'eau, elle essaie toujours de s'infiltrer quelque part. Donc, elle s'infiltre là où elle peut, et notamment dans notre mur qui juxte cette nouvelle terrasse. C'est ça. Donc bon, autant vous dire qu'en plus avec ce bien-là depuis le début, c'est difficile avec tous les voisins, j'ai l'impression, celle du fond, celle du côté, celle de derrière. Bref, c'est des boomers plus que désagréables. Je vous passe les remarques désagréables qu'elle a pu faire sur les propriétaires de l'immeuble, sachant que du coup c'était moi qui étais en face d'elle. C'est pas grave, elle va prendre du coup je vais déclarer à l'assurance et on va faire un constat et à mon avis elle va devoir changer sa dalle parce que c'est pas possible quoi. Ouais, enfin, en tout cas, on va voir ce qui est. Là, j'avoue que c'est pour une des premières fois où on a un cas comme ça de problématique dans l'immobilier à cause de voisins, mais pas parce que en copropriété, on sait comment ça se règle. En général, c'est la copro qui règle le souci. Là, comme c'est en monopropriété, que c'est le voisin de parcelle en soi, je dois avouer que je sais pas comment ça se passe parce qu'en soi, c'est de l'eau qui vient de ces travaux. Enfin, entre guillemets, c'est une conséquence de ces travaux qui nous cause une problématique d'humidité dans la cave. Donc, je ne sais pas comment on va pouvoir régler ça. Et effectivement, de nouveau, de pouvoir jouer avec les assurances. C'est Marie qui s'en occupe, elle va être très contente. Ouais, c'est ça. Un énième dégât des eaux sur ce truc-là, donc bon. Écoutez, c'est la vie. Tu voulais vite fait, parce que là, je vois, on est déjà à 27 minutes, tu voulais vite fait parler du PLF qui a été voté en toute démocratie, bien évidemment. J'ai un beau 49.3. Ouais, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait un point et puis finalement, le truc c'est que ça a été tellement long dans le plan, Le PLF, le ouais. projet de loi de finances. En principe, il est déposé en octobre, débattu en novembre, voté en décembre. Ouais, Ça, c'est c'est fin de l'année, généralement. c'est dans une république qui fonctionne normalement, on va dire. Et là, il y a eu tellement de soucis qu'en fait, il a seulement été terminé fin janvier. Finalement, ils ont fait un 49.3, ils l'ont envoyé au Sénat qui a encore modifié 2-3 trucs, puis finalement il y a à nouveau eu un 49.3 à l'Assemblée nationale pour terminer le vote dessus. Et là, je ne sais pas si le Conseil constitutionnel a déjà rendu son avis ou pas, mais à mon avis ça ne devra pas changer grand-chose. Concrètement, qu'est-ce qui change? Heureusement, pas beaucoup de choses, en tout cas rien qu'on ne savait pas pour l'instant. Vous avez une petite hausse de la CSG de 1,4%.
Bon, du coup, ça entraîne mécaniquement une hausse de la flat tax, une hausse de l'impôt sur les gains et les plus-values sur les PEA et de manière générale sur toute l'épargne, donc y compris la crypto, les assurances-vie, etc. Et peut-être le point le plus intéressant dont finalement on a assez peu entendu parler, c'est qu'ils ont créé une taxe sur les holdings qui n'existait pas. Et c'est vrai que ça change pas mal de choses, tout simplement parce que la holding, c'est vrai que ça a toujours été un peu l'outil d'optimisation fiscale des riches, parce que ça permettait vraiment d'éviter de payer beaucoup d'impôts, dans le sens où globalement la fiscalité en France est forte sur les particuliers, les moins sur les entreprises. Et il y avait une logique, c'est pour ça qu'on fait de la SCLIS, typiquement pour faire de l'immobilier, c'est que globalement, dès que vous êtes entre sociétés, vous avez des avantages fiscaux qui vont vous permettre de payer beaucoup moins d'impôts. Je vais juste vous donner 2-3 exemples. C'est que globalement, l'IS sur une société, vous êtes à 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices, et vous êtes à 25% au-delà. Donc comparé par rapport au barème progressif de l'impôt sur le revenu, on voit qu'on est déjà largement en dessous. Vous avez des mécanismes qui vous permettent d'éviter les frottements fiscaux entre sociétés, donc notamment le fameux régime mère-fille, où globalement, quand vous remontez du dividende d'une société fille vers la société mère, vous avez une exonération de la remontée de dividende, sauf une réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5%. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de fiscal là-dessus, mais globalement, pourquoi est-ce que tout le monde faisait des holdings? C'est que certes, ça permettait de faire transiter l'argent d'une société à une autre sans frottements fiscaux, mais c'était aussi un outil pour les groupes, et notamment quand vous aviez des capitaux très importants, pour tout simplement mettre des biens de valeur à l'intérieur, parce que il y avait une espèce d'acceptation de l'administration fiscale, où globalement, je sais pas moi, si vous aviez une holding qui valait genre 60 millions d'euros, qui détenait plein de sociétés d'exploitation et qui remontait chaque année des millions d'euros de dividendes, il y avait une tolérance de l'administration fiscale pour par exemple mettre une Porsche, mettre une résidence secondaire, mettre un bateau, mettre des œuvres d'art. Donc voilà, c'était plein de choses que vous pouviez acheter avec votre holding, et que vous pouviez tout simplement également faire déduire du résultat comptable. C'est-à-dire que tout simplement votre Porsche, l'entretien, l'essence, les péages, l'entretien du bateau, l'entretien de la résidence secondaire, voilà, c'était plein de dépenses que vous pouviez imputer sur le résultat de votre holding. C'était toléré par l'administration fiscale tant que ça restait, on va dire, raisonnable. Donc globalement, il n'y a pas vraiment de seuil où il ne faut pas essayer de chercher spécialement un pourcentage, mais voilà, fallait retenir que quand vous étiez très riche et vous gagnez beaucoup d'argent, que vous payiez déjà beaucoup d'impôts avec vos sociétés, le fisc vous tapait pas trop dessus sur les différents biens considérés comme somptueux que vous aviez dans votre holding. Ils ont instauré depuis le 1er janvier 2026 une nouvelle taxe de 20% de la valeur des actifs C'est dits énorme. somptueux dans votre holding. Donc c'est-à-dire que maintenant, quand vous avez une Porsche, une résidence secondaire, un bateau, et de manière générale que des actifs qui ne sont pas alloués directement à L'exploitation, du coup. l'exploitation de l'activité de l'entreprise. Donc si vous avez des titres de société, ça compte pas. Si vous avez des cryptos, ça compte pas. Si vous avez des des titres financiers en bourse, ça compte pas non plus. Mais par contre, si vous avez des voitures, de l'immobilier, des œuvres d'art, c'est des choses qui vont du coup être taxées à hauteur de 20% directement dans la holding. Donc là, ils viennent de mettre un giga pied de nez à tout, plus ou moins les contribuables les plus aisés de ce pays qui utilisaient la holding pour justement échapper un petit peu à la distribution de dividendes. Quel est l'objectif? L'objectif, il est clairement dit dans le texte, c'est de forcer les détenteurs de holding, donc les associés personnes physiques, à distribuer du dividende, donc à payer la flat tax qui est aujourd'hui à 31,4%, parce que l'État considère que la holding n'a pas à détenir des biens qui devraient être détenus en propre. Donc en gros, l'État vous dit comment vous devez détenir votre voiture, comment vous devez détenir votre bien immobilier. Il faut savoir que la holding et la détention de ce type de bien dans une holding, c'est pas un truc qui est typiquement français. Ça fait partie des mécanismes de société que vous trouvez dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc c'était quelque chose qui était parfaitement normal, dans lequel ils viennent de taper de manière extrêmement forte, parce que vous allez quand même payer 20% de la valeur des actifs chaque année. Donc ça veut dire qu'en 5 ans, vous avez payé l'équivalent de la valeur du bien que vous détenez dans la holding à l'État. Donc c'est gigantesque. C'est-à-dire que là en plus, on ne taxe pas un revenu, on taxe un actif. Donc en fait, peu importe que votre voiture vous rapporte 0, que votre bien immobilier vous rapporte 0, vous allez payer 20% sur sa valeur. La seule peut-être échappatoire qu'on a pour l'instant, c'est que vous ne payez cette fiscalité que si les actifs de la holding sont au moins de 5 millions d'euros. Donc globalement, on va dire que pour les petits riches,
vous avez un sursis. Moi, je m'attends quand même que cette Que ça va gigataxe, baisser, hein. voilà, ils vont la garder dans les années qui viennent et à mon avis, ils vont baisser les seuils au fur et à mesure. Ils ont toujours fait ça, ils ont toujours procédé de la sorte. Je m'attends qu'ils vont tout simplement petit à petit baisser ce seuil de 5 millions à 2 millions, 1 million, 500 000 euros. Et finalement, toutes les holdings vont finir plus ou moins concernées par ce mécanisme-là. Donc, globalement, la holding était un peu l'outil d'optimisation parfait qui permettait quand même de beaucoup limiter l'impôt, qui permettait d'avoir un semblant de respiration dans l'enfer fiscal qu'est la France, vient de voler vient de voler en l'air, hein, tout simplement. Ouais. Donc, globalement, maintenant, vous êtes obligé de vous distribuer du dividende et de payer de l'impôt dessus. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Ça, du coup, ça a pour effet, donc c'est ce que tu disais, ce qu'ils veulent, eux, c'est que tu te distribues du dividende, mais moi, je me dis, vas-y, j'ai une holding qui va être soumise à ce système-là, imaginons. Bah, en fait, je cède tout à une holding étrangère, tu vois, au Luxembourg, Irlande. En fait, ça va juste faire de la fuite, tu vois. Alors, oui et non, parce que justement, dans le texte, c'est prévu que si tu Ils ont es prévu le petit cas où pour les petits exactement, malins du fond, c'est-à-dire tu que sais. c'est une taxe sur les holdings françaises et étrangères à partir du moment où tu as au moins un des associés personnes physiques qui détient plus de 33% de la holding. Ah, les bâtards. Ah bah oui, Bon, bah écoute, de toute façon, c'est après, juste une incitation à partir. oui, c'est ça, Enfin, voilà. pour ceux qui sont concernés, effectivement, hein, on va pas se mentir, vous avez quoi? Vous avez quelques Ouais, mais c'est centaines de milliers de contribuables qui sont concerné, oui. concernés par ce Ce que je dispositif-là. me dis, les GAFA et tout, eux, ils ont rien ici de toute façon. Donc ceux qui, là où Bien sûr que non. là on est censé essayer de récupérer un maximum, au final, c'est même pas des entreprises qui sont ici là. C'est plutôt juste en fait les moins riches des plus riches. Tu vois? Exactement, c'est les moins riches des plus riches parce que très sincèrement pour les gros je me pose un peu la question parce que forcément les jets privés etc tout est Oui, bah concerné oui, bah oui, ouais. et très sincèrement il y a quand même pas mal de milliardaires en France, hein. On est un des pays au monde où il y a le plus de milliardaires, donc je me demande comment ces personnes-là vont s'en sortir parce que sinon ça peut faire rentrer en théorie des milliards d'euros dans les caisses de l'État parce que quand vous prenez toutes les plus grosses holdings de ce pays, à mon avis vous avez des milliards d'euros d'actifs qui sont des voitures de sport, des maisons luxueuses et des jets privés, des bateaux et des choses Ouais, mais qui normalement, rentrent avant dans... de voter des trucs pareils, ils consultent, non, les mecs du 440, des Je trucs sais comme pas. ça. Moi, je crois que oui, En hein. fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, cette taxe, elle devait être de 2%. Ah, ils ont rajouté un zéro Ah ouais, ils ont rajouté un gratuit, zéro. tu vois. France, bah super Sébastien, bien joué. C'est combien de temps qu'il y est lui? Je sais pas, Je sais même 3 pas, mois. je cherche même plus à compter. Il fait déjà fort. Bon, bah après c'est juste anecdotique, hein, c'est pour se Oui, tenir un petit peu. bref. Très sincèrement, je pense que, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de un peu du profil type de l'auditeur de ce podcast, très sincèrement, je pense que ceux qui sont concernés, par exemple, dans les auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'il y en a pas beaucoup, hein, très Ouais. sincèrement. Même nous, si on s'amuse à faire des projections de quand est-ce qu'on serait concerné par cette taxe, si elle ne bouge pas, à mon avis, on sera pas concerné avant 10 ans, je pense, ou peut-être 5 ans, je sais pas. Enfin bref, tu vois, c'est pas quelque chose qui nous concerne à l'instant T, ça n'augmente pas notre fiscalité, nous, à l'instant T non plus. Par contre, en fait, c'est toujours pareil, c'est que c'est des mauvais signaux parce que je suis Ouais, quasiment c'est ça, sûr c'est que ça que donne des signaux sur l'économie actuelle. En fait, ils sont en train de siphonner tout ce qu'ils ouais, peuvent c'est ça, c'est qu'en siphonner, fait, ils tu vois. continuent à monter les impôts de manière complètement disproportionnée, alors qu'en fait, il faudrait plutôt baisser les dépenses et justement baisser les impôts après. Et la réalité, c'est qu'en plus, on se retrouve Attends, comme ça. tu voudrais pas baisser leur Ah rémunération bah sûr, de grand prince quand bien même. sûr, on va leur éviter de se faire offrir aux frais de l'État leur voyage dans des îles des Caraïbes. Mais non, c'est surtout que en fait, le truc, encore une fois, je le vois ce dispositif. Là, ils l'ont mis à 5 millions. Enfin, comment dire, la barrière, c'est il faut que les actifs dans la holding valent au moins 5 millions, mais je m'attends à ce que ça baisse petit à petit parce que si justement à la fin de l'année prochaine, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont récupéré beaucoup d'argent grâce à cette taxe, ils vont se dire, bon, en fait, c'est génial, on va la garder. Et ça fait partie de toutes ces taxes que, comme typiquement la CSG, à la base, c'est un impôt qui devait durer 1 an. Pareil, la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, c'était aussi une contribution qui devait durer 1 an. Mais pareil, là, je dis CEHR, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est normal, c'est une taxe qui concerne que les célibataires dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 euros ou les couples où il est supérieur à 500 000. Donc il n'y a pas grand monde qui est concerné. Ouais. Mais voilà, c'est quand même entre guillemets un mauvais signal parce que entre guillemets la France elle a pas besoin de faire fuir tous ses riches. Enfin c'est le pire des scénarios qu'elle peut faire parce que à chaque fois qu'un contribuable on lui augmente d'aller de 5-10% sa fiscalité qui finit par dire c'est bon je me casse, bah en fait tout de suite l'État français perd des centaines voire des millions d'euros de fiscalité payée chaque année Oui. par cette personne-là, sa famille et ses entreprises quoi. Mais je te jure, moi, je pense que je suis concernée par un truc pareil. Hop, holding dans un pays bien favorable, prix de transfert et finito pipo, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Enfin bon.
Bon, ben, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous rejoindre sur Instagram, La Flouserie et Quitte le Boomer Dream. On vous partage un peu notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. À À jeudi, bientôt, ciao. ciao.